Alors, je vois que... Les gens écrivent. Ça veut peut-être dire qu'ils nous entendent, en tout cas. Très bien, on nous entend bien, parfait. Du coup, bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par la plateforme Ready to Move Hauts-de-France, que je représente aujourd'hui. Juste pour resituer un peu, donc moi je suis Julie Massé, je coordonne la plateforme et j'anime l'axe accompagnement sur le versant sud, donc ce qui correspond à l'ex-Picardie. Et cet après-midi, du coup, j'ai à mes côtés Sabrina Cadeau, qui est référente Europe et internationale jeunesse à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, donc PRJSS, beaucoup plus simple. Et nous serons également accompagnés de Luc Hervier, qui est chargé de mission sur le corps européen de solidarité à l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, qui est basée à Paris. Voilà, comme ça, vous avez un peu une vue sur les intervenants du jour. Le temps que tout le monde se connecte, je vais refaire un petit point technique pour éviter les soucis de connexion. Donc, il faut savoir que là, le site qu'on utilise aujourd'hui, il est mieux optimisé pour Google Chrome. Donc, on vous recommande d'utiliser ce navigateur ou alors de passer par Mozilla, ça fonctionne aussi. Mais évitez Internet Explorer qui pose régulièrement problème. Si jamais vous avez des soucis de connexion ou un souci technique lors du webinaire, vous n'hésitez pas non plus à nous contacter dans le chat. Mais sachez qu'il est également possible de suivre l'événement du coup, soit par téléphone ou en utilisant l'application mobile. Vous avez toutes les informations qui apparaissent normalement actuellement à l'écran. Petite info, également durant ce webinaire, l'ensemble des micros des participants seront coupés. Donc, je vous invite à utiliser le chat si jamais vous avez des questions. Il y a la possibilité d'intervenir peut-être sur la fin s'il nous reste du temps, mais il faudra vérifier que vous avez une bonne connexion. Voilà. Il y a mon collègue Hugo Coste qui est là dans le back-office et qui se charge de la modération. Il rassemblera toutes vos questions pour que les intervenants puissent y répondre à la fin de la session. Donc, surtout, n'hésitez pas. Parfait. Je vois que ça se connecte en même temps. Dernière information technique, le webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Ready to Move dès demain. Pour ceux qui ne pourraient rester jusqu'à la fin des interventions ou qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, vous retrouverez le lien du coup de la chaîne dans le chat. Je vais vous la mettre là tout de suite, comme ça, ce sera fait. Voilà. Je pense que là, nous sommes presque au complet. On va peut-être pouvoir commencer un petit peu. Juste pour resituer un peu, aujourd'hui, on va aborder différents points. Tout d'abord, l'articulation entre les deux instances qui sont présentes aujourd'hui, donc la DRJSS et l'agence Erasmus+, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a fait appel à eux sur ce webinaire. Vous aurez également un point d'actualité de l'agence ainsi qu'une présentation de la nouvelle organisation des pôles au sein de l'agence pour que tout le monde puisse s'y retrouver, puisque vous connaissez peut-être pas tous forcément le fonctionnement. Et nous parlerons également de la nouvelle programmation 2021-2027, ce qui vous permettra de voir les actualités sur le corps européen de solidarité en lien avec la situation sanitaire et aussi les nouvelles priorités sur le CES et notamment du coup le nouveau processus de labellisation. Donc voilà en gros pour le programme de l'heure qui arrive. Et je pense que du coup, nous pouvons commencer. Et dans ce cas, je passe la parole à Sabrina. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette intervention qui, je pense, était un petit peu attendue par une grande partie d'entre vous sur alors à la fois la nouvelle programmation, mais aussi tout ce qui est sur le label de qualité sur le corps européen de solidarité. Je sais que c'est un peu particulier comme démarche, donc c'est important qu'on refasse le point.
Alors pourquoi Luc et moi? Donc moi, je suis à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui dépend donc de la préfecture de la région Hauts-de-France, donc l'État. Et c'est l'État, en fait, qui participe sur ce programme Erasmus+, et le Corps européen de solidarité. Et donc, en fait, on est, moi et mes autres équivalents dans les autres régions, donc on s'appelle des REJ, des référents Europe et international jeunesse. En fait, on est le relais de l'agence Erasmus+, jeunesse et sport. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également l'agence Erasmus+, à Bordeaux. Et là, les relais sont un peu plus différents, un peu plus disséminés en fonction de qui, entre les rectorats pour tout ce qui est établissement scolaire et j'ai oublié comment ils les appellent, les autres intervenants, enfin les relais, bref, les autres personnes qui sont mandatées par l'agence pour faire les relais et l'accompagnement, comme par exemple la REFI et tout ça, qui peuvent accompagner vos projets. Et notamment, vous en avez plusieurs au sein de la plateforme de mobilité. Donc, l'articulation avec l'agence, elle se fait très, très régulièrement. Donc, Luc, qui est notre intervenant, notre référent pour la région Hauts-de-France, qui va, lui et moi, on va vous accompagner en fait dans vos projets. Je ne participe pas à l'instruction des projets lorsque vous faites des demandes financières, puisqu'il y a bien le principe de différenciation au niveau européen. On ne peut pas vous accompagner et instruire, parce que sinon c'est illégal. Donc moi, je vous accompagne et j'instruis les labellisations sur le corps européen de solidarité, et je peux vous accompagner sur vos projets de mobilité internationale ou de coopération qui ont lien avec la jeunesse. Luc est notre référent du coup pour la région Hauts-de-France à l'agence Erasmus+, jeunesse et sport, et il maîtrise parfaitement tous les détails administratifs, ces joies incommensurables que vous allez découvrir sur les différentes plateformes. Ça, c'est Luc qui saura vous répondre. Moi, je peux vous expliquer comment s'articulent les différentes questions sur le formulaire, comment on fait un projet de mobilité, un projet de coopération, mais on va dire sur les aspects très spécifiques au corps européen de solidarité ou à Erasmus+, ce sera Luc qui aura les réponses de pourquoi j'ai pas ma convention et ce truc-là, pourquoi ça marche pas et que c'est pas validé. Ça, c'est parce que je pose exactement la même question à Luc. Donc, sachez-le, c'est notre ressource. Personnellement, je le harcèle allègrement. Donc, je vous invite à faire de même sur toutes les questions relatives. Bon, il n'a pas que la région des Hauts-de-France, donc il faut être un petit peu indulgent. Mais on va vous expliquer après comment ça s'articule spécifiquement sur la labellisation, parce qu'on est vraiment très en lien sur cette partie-là. Luc, si tu veux dire un mot. Enfin, de toute façon, tu vas dire beaucoup de mots sur la suite, mais... Oui. Ah oui, non, juste peut-être, pour passer particulièrement la parole à Luc, toutes les informations que je peux avoir sur la nouvelle programmation ou sur les spécificités des programmes, en fait, c'est Luc qui me les donne. Donc, c'est pas tout... Enfin, ces aspects techniques et de programmation, ça nous vient de l'agence lorsqu'on fait des regroupements et tout ça. J'interviens juste entre les deux pour vous faire passer une enquête pendant la petite présentation en même temps. Comme ça, ça nous permet de voir qui est dans la salle en même temps. Et Luc, je te passe la parole. Voilà. Donc moi, juste pour me présenter, hein, donc Luc Hervier, oui, je suis en charge, donc je suis chargé de mission, pardon, Corps européen de solidarité maintenant depuis un peu plus d'1 an, enfin depuis même, oui, 18 mois, on va dire, au sein de l'agence Erasmus+ jeunesse et sport. Avant, éclairer, enfin pour vous éclairer un peu sur mon parcours, je travaillais sur le volet service civique au sein de l'agence du service civique. Parce que tout ça, on va le voir dans la présentation, tout ça est regroupé au sein d'une même agence, hein, qui est l'agence du service civique. Donc voilà, donc j'espère que ma présentation répondra à toutes vos questions et interrogations. Je tiens à préciser quand même qu'on est dans un contexte un peu particulier, nous allons rentrer dans une nouvelle période, enfin une nouvelle programmation 2021-2027. Et il faut savoir que pour l'instant, moi-même et mes collègues de l'agence, nous n'avons pas toutes les clés, enfin, nous n'avons pas tous les éléments, de la nouvelle programmation, on va dire, toutes les évolutions, tous les changements qui vont bouleverser un peu le programme.
Donc là, ça va vraiment être une présentation assez, macro, si j'ose dire, sur les nouvelles, procédures de labellisation dans le cadre du nouveau programme. Donc ça peut être un peu frustrant, mais en tout cas, voilà, c'est déjà des informations qu'il faut apprendre, à ce jour. On peut commencer, peut-être la présentation. Alors, je clôture juste le vote pour que vous puissiez avoir une idée un peu de qui est présent avec nous actuellement. Là, normalement, vous devez avoir les résultats qui s'affichent. Est-ce que Luc, tu les vois? Je les vois. Parfait. Donc, on a essentiellement des structures des Hauts-de-France qui sont à majorité associative et alors qui ont soit déjà un label, soit qui viennent pour la plupart chercher des informations en vue d'une première demande. Donc, c'est parfait. Vous êtes donc au bon endroit. Et donc, on peut repasser sur la présentation sur laquelle, là, tu as la main. OK, super. Donc voilà, on va avant de passer, directement au processus de labellisation, je vais vous présenter un peu l'actualité de l'agence, aujourd'hui, parce qu'il y a des petites évolutions au sein de l'agence du service civique et au sein de l'agence Erasmus+, f jeunesse et sport. Peut-être aussi une actualité aussi sur le corps européen de solidarité, notamment pour évoquer, voilà, la crise sanitaire qu'on vient de traverser, les choses qui ont été, rendues possibles et permises durant cette période-là pour faire face aux nombreux problèmes et défis que vous avez dû affronter. Et puis, on passera à une présentation donc des nouveaux programmes. Alors, je vais aller très, 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 très vite sur le programme Erasmus+, jeunesse et sport, évoquer vraiment les nouveautés, du programme 2021-2027, mais ça sera vraiment une évocation. Je ne rentrerai pas en détail. Ouais, à la limite, des choses pourront s'organiser ultérieurement et puis, on pourra vous mettre en contact. De toute manière, la présentation que vous allez voir là, va vous être envoyée en format PDF, donc vous retrouverez les contacts des personnes si vous voulez avoir plus d'informations. Heu et puis et puis bien sûr, on va s'attarder surtout sur les évolutions, du programme, sur la période 2021-2027 concernant le corps européen de solidarité. Voilà. Alors l'agence, du service civique, hein, petit rappel, l'agence Erasmus+, heu, est englobée dans une agence plus globale qui est celle du service civique. Donc finalement, c'est une agence qui gère 3 programmes en même temps. Donc, le service civique, le programme Erasmus+ jeunesse et sport et le corps européen de solidarité. Heu, je vais passer relativement vite sur la stratégie de cette agence, heu, ces dernières années. Simplement pour évoquer le fait que cette nouvelle agence Erasmus+, enfin cette agence pardon, Erasmus+ jeunesse et sport, se réorganise. Depuis le 1er septembre, 2020, on est organisé, heu, de cette manière, donc avec un pôle Erasmus+, donc qui est uniquement dédié à ce programme, un pôle corps européen de solidarité qui est dédié donc au corps, un pôle coopération et soutien au programme qui rassemble, pour ceux qui connaissent, le TCA, le NET, et le Salto Euromed qui sont des outils qui viennent en soutien à ces 2 programmes, et un pôle contrôle et procédure. Donc là, je vous avais mis l'organigramme et on va passer relativement vite parce qu'on a très peu de temps. Voilà, cette réorganisation répond à 3 objectifs. C'est voilà, de prendre en compte l'existence de 2 programmes distincts, heu, aujourd'hui.
on sort d'une logique Erasmus+, regroupant le SVE, hein. Là, maintenant, la Commission européenne, bon, ça fait plusieurs années, depuis 2018, a vraiment distingué les 2 programmes et donc invite les différentes agences à s'organiser, telles quelles, en distinguant les 2 programmes. Cette réorganisation, vise également à s'adapter aux nouvelles modalités d'accréditation et de labellisation, parce qu'on retrouve un système d'accréditation dans le nouveau programme Erasmus+ pour 2021-2027 et se préparer également, on le verra un peu plus loin, à accueillir la gestion décentralisée de nouvelles activités, notamment, concernant Erasmus+. Voilà pour l'actualité, de l'agence, Erasmus+, jeunesse et sport. Et maintenant on va passer, un peu, sur l'actualité du corps européen, de solidarité. On vient de traverser une période, pas vraiment évidente, donc j'en ai eu beaucoup pour certains d'entre vous, on a beaucoup échangé durant cette période pour trouver des solutions à des situations, vraiment pas simples parfois, de rapatriement, de transport de jeunes et cetera. Enfin, ça a été une période très compliquée, donc voilà juste, quelques slides pour rappeler ce qui a été rendu permis, durant cette période pour faire face à la crise. D'une part, la possibilité, pour tous les projets, que ce soit Erasmus+ et Corps européen de solidarité par ailleurs, heu, la possibilité de prolonger ces projets jusqu'à 36 mois. La possibilité de suspendre et de reprendre les missions, de volontariat en cours et une souplesse, quant à la consommation, de la subvention, bien entendu au cas par cas avec le chargé de mission, de l'agence qui suit votre dossier. Donc en l'occurrence pour la région Hauts-de-France, c'est bien moi. Donc voilà, on a beaucoup échangé, à ce sujet, avec certains d'entre vous durant cette période. Donc voilà, des choses ont été rendues possibles sur la consommation de subventions, mais l'enjeu n'est pas voilà, il faut bien faire attention, il faut être précautionneux et bien convenir, d'une solution avec votre chargé de mission qui suit votre dossier. Concernant, hem, cette fois, d'autres aménagements ont été permis, heu, en introduisant par exemple les activités à distance qui ont été, qui ont été mises en place dans certains projets où les volontaires ont pu rester en mission, mais à distance. Donc ça, c'est une nouvelle modalité qui a été rendue possible par la Commission européenne et qu'on retrouve dans le nouveau programme du Corps européen de solidarité. On y viendra un peu plus tard. La formation des tuteurs et des volontaires a été maintenue également en ligne et il faut le savoir, ça le sera, on l'a décidé, très récemment encore, ça le sera jusqu'à la fin 2020. Et enfin, la possibilité pour, les jeunes, d'avoir entre guillemets «une seconde chance» s'ils ont interrompu, leur contrat leur mission de volontariat, Corps européen de solidarité. Heu, donc voilà, ils ont le droit à une seconde chance, heu, pour une mission de volontariat. Cette seconde chance doit rester dans le cadre, des 14 mois, maximum de volontariat au sein du Corps européen de solidarité. Voilà, ça ne peut pas aller au-delà de 14 mois. Heu, enfin, concernant la reprise, une actualité beaucoup plus récente, là, c'est la reprise des activités. Hem, donc là, hem, on avance vraiment, au jour le jour parce que les informations nous tombent, peu à peu, enfin tous les jours, on a des informations là-dessus. Pour l'instant, aucune règle, au sein de l'UE, aucune règle générale de suspension des départs et accueil possible. Attention, certains pays européens, en revanche, heu, ne peuvent pas suivre les recommandations de la Commission européenne et peuvent maintenir des conditions d'accès au pays et cetera, des conditions, sécuritaires. Donc ça peut voilà, il faut être précautionneux là-dessus et bien aller à la recherche d'informations concernant, ces conditions-là
et ne pas mettre en difficulté certains jeunes ou sur place, etc. Donc là, il relève de la responsabilité des organismes de bien se renseigner à l'avance concernant ces conditions. Concernant la reprise des activités hors UE, alors là, concernant l'envoi, on est toujours là, on est encore en attente d'informations un peu plus précises, puisqu'au jour d'aujourd'hui, enfin, à ce jour, tous les envois sont suspendus. Il faut le savoir. Mais nous sommes dans l'attente d'une liste de pays heu, qui sont interdits et une liste de pays avec des conditions spécifiques. À ce jour, nous n'avons pas encore ces 2 listes. On nous promet une liste qui sera même mise à jour tous les 15 jours, mais à ce jour, le MAE n'a pas encore diffusé cette liste. Donc, pour l'instant, tout envoi est suspendu, pour les activités hors UE. Concernant l'accueil, là, on vous invite à consulter le lien là qu'on vous mettra bien entendu dans le PDF, et il faut se référer à cette liste, du Conseil de l'Union européenne. Petite information, certains d'entre vous s'en sont peut-être rendus compte, les conditions, heu, d'accès au visa, est rendu très difficile, à l'heure actuelle pour certains pays, même pour l'ensemble, des pays hors Union européenne. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les demandes de visa pour des activités de volontariat sont pas du tout prioritaires dans la charge d'instruction des services, du MAE. Donc voilà, c'est vraiment être vigilant là-dessus, sur ces conditions d'obtention, de visa qui sont très, très difficiles à l'heure actuelle. Donc là, hem, on va passer un peu, donc aux nouveautés. On a fait un petit point d'actualité sur le CES et sur l'agence, et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, concernant les nouvelles programmations 2021-2027. Tout d'abord avec Erasmus+. Donc là, ça va être un peu frustrant pour certains d'entre vous qui menaient des actions, Erasmus+ jeunesse et sport, parce que je vais aller très, très vite, hein, parce que déjà, d'une part, je ne suis pas un expert d'Erasmus+, hem, et puis on organisera des temps d'information pourront être organisés avec mes collègues qui s'occupent, de ce programme-là. Pour aller très, très vite, la nouveauté principalement, c'est une activité de participation des jeunes heu, qui serait incluse dans le KA1. Heu, une KA3, donc soutien aux réformes et aux politiques, publiques, donc ce qu'on appelait le dialogue structuré, puis ensuite le dialogue pour la jeunesse. Ces actions-là seraient centralisées à Bruxelles, donc nous n'aurons plus à les gérer nous, à l'agence. Et la grande nouveauté aussi, c'est le Discover EU, donc qui est actuellement une action qui est centralisée à Bruxelles et qui sera décentralisée au sein de l'agence. Donc Discover EU, hein, il faut le savoir, c'est la possibilité la possibilité, rendue aux jeunes de voyager, au sein de l'Union européenne, en visitant, voilà, l'Union européenne, en train. Voilà. Donc voilà pour faire très, très vite. N'hésitez pas à rentrer en contact avec mes collègues, hein, Maëlle Afsharian qui gère, le programme Erasmus+ jeunesse et sport pour la région Hauts-de-France, et mes autres collègues, de la KA3, la KA2, et également Aurélie Bézot pour ce qui est du volet, sport avec le point national d'information. Si vous voulez, des informations, Sabrina, tu voulais parler? Ouais, juste pour, préciser que par rapport à tous les relais là que tu viens de citer, il y a aussi quelque chose que je peux faire sur votre demande. C'est-à-dire que moi j'ai pas accès à tous les dossiers que les porteurs de projets déposent sur les différents appels à projets. En revanche, ce que je peux faire, c'est-à-dire avoir,
le compte-rendu d'évaluation et les différentes expertises qui ont été données sur vos projets. Donc, si par exemple, vous avez été recalé, que vous ne comprenez pas pourquoi, moi, je peux regarder non seulement votre dossier, mais également les instructions qui en sont sorties, les évaluations, qui sont plus exhaustives que juste le petit paragraphe que vous pouvez avoir. Et du coup, on peut travailler ensemble sur le pourquoi vous avez été recalé. Parfois, c'est simplement que vous étiez tout près de la note qui permettait d'avoir des fonds, ou parfois, c'était vraiment sur des questions de fonds où ça a pêché. Donc voilà, en tout cas, sur Erasmus+, je peux faire ça, enfin, sur votre demande. C'est-à-dire que si vous ne m'envoyez pas le dossier, je ne peux pas l'avoir, en fait. Il faut simplement que vous ayez conscience de ça, c'est que moi, je n'ai pas accès à tout ce qui est plateforme, en fait. Je peux le demander à Luc, mais je n'ai pas les dossiers si vous ne me les envoyez pas. Petit point. Je te laisse continuer. Pas de problème. Donc voilà. Si, n'hésitez pas donc à contacter mes collègues. Vous aurez bien entendu les coordonnées avec le PowerPoint qui vous sera envoyé. Et maintenant donc la nouvelle programmation 2021-2027 donc du Corps européen de solidarité. Donc là, l'ambition est vraiment très importante dans le cadre de ce nouveau programme puisque, le programme pour la période 2018-2020 s'élevait, donc le budget était de 375 millions d'euros. Et là, pour la période 2021-2027, l'augmentation du budget prévisionnel, parce qu'on sous réserve de votes multiples au Parlement, et cetera, et de nombreuses procédures, le budget serait en augmentation d'à peu près 20 donc ce qui reste conséquent. Donc on espérait et vous avez peut-être entendu dire que, le budget serait doublé et cetera. Également pour ce qui concerne le programme Erasmus+. C'est vrai qu'avec la période qu'on vient de traverser et cetera, les priorités, ont un peu évolué et la hausse du budget pour Erasmus+ serait non plus un doublement, mais augmenterait de 75 et concernant le Corps européen de solidarité, ça serait finalement une hausse de 20 Chose très importante, concernant ce nouveau programme, hem, ce sont des nouvelles priorités du corps, qui sont impulsées, exigées, par la Commission européenne. Notamment celui du développement durable, où là, je peux vous le dire, le programme est très ambitieux. Le programme incitera à ce que, les porteurs de projets intègrent des pratiques vertes, dans leurs activités. Ça, c'est une chose certaine. Le programme exige une approche respectueuse de l'environnement, dans la conception des activités. Heu et également dans les projets eux-mêmes, il va être enfin les projets, relatifs à la sensibilisation aux défis environnementaux et climatiques, vont vraiment être promus, hem et le programme se veut aussi développer les compétences des jeunes, dans ces différents domaines, de la durabilité environnementale. Donc ces choses-là, voilà, s'il faut bien prendre en compte, quelque chose, on l'a évoqué, cette priorité lors d'un regroupement des structures labellisées, la semaine dernière, enfin il y a maintenant 10 jours, il y a plus de 10 jours. C'est très important, c'est c'est vraiment l'accent enfin c'est vraiment l'accent, oui, c'est vraiment la priorité, pour 2021-2027 que la Commission européenne se donne pour le corps européen de solidarité. Hem, Autre priorité importante, c'est la transition numérique. Hem, le programme a vraiment, tenu compte de la période, enfin le nouveau programme a vraiment tenu compte de la période qu'on vient de traverser avec la crise sanitaire, et intègre, et souhaite intégrer également, des outils et des méthodes numériques d'apprentissage, et des pratiques à distance.
voilà, et le nouveau programme va rendre possible cela. Donc c'est vraiment des choses intéressantes et des orientations toutes nouvelles pour le programme. Heu, donc là, l'enjeu est vraiment à vous de vous saisir de ces sujets-là et à nous, l'enjeu pour l'agence, ça sera bien entendu de pondérer, toutes les évaluations, heu, qui seront faites, des projets, des labels et cetera. L'enjeu va être de trouver un système de pondération pour favoriser, les porteurs de projets et les projets eux-mêmes, qui seront vertueux dans ces 2 domaines-là. Donc voilà les 2 enjeux, majeurs, pour le nouveau programme Corps européen de solidarité. Hem, pour ce qui concerne des actions, du Corps européen de solidarité, là il n'y a pas vraiment de nouveautés majeures, hein. On reste, sur les actions classiques, enfin les actions qu'on connaît bien, du programme précédent. Se posait la question, du programme Aid Volunteers. Pour l'instant, à ce stade, il n'y a pas d'informations majeures, à donner. On est en attente d'informations. Pour l'instant, les choses resteraient telles quelles, c'est-à-dire que ça resterait une action centralisée au sein à Bruxelles, mais qui intégrerait tout de même le corps européen de solidarité. Mais c'est pas quelque chose qui sera décentralisé, sur les agences nationales. Donc pour les actions, hein, là, je vais aller relativement vite, mais bien entendu, le programme donc prévoit le volontariat individuel, hein, qui permet aux jeunes de participer heu, à des activités quotidiennes d'organisation donc de 2 à 12 mois à l'étranger. Il y a également les équipes de volontaires, qui sont permises, donc qui sont des groupes de 10 à 40 jeunes d'au moins 2 pays, effectuant des missions de volontariat sur une période plus courte, donc entre 2 semaines et 2 mois. Et donc dans le cadre de ces activités, le logement, la nourriture, l'argent de poche du jeune, les transports des participants, sont pris en charge, heu, sont pris en charge. Concernant, l'emploi et le stage, donc là, c'est des volets qui se maintiennent, dans le cadre du nouveau programme 2021-2027. Donc, concernant les stages, donc c'est prendre part à une activité professionnelle pour une période de 2 à 6 mois, donc dans l'organisation responsable, du stage à l'étranger ou dans le pays de résidence du participant. Et les emplois, pareil, donc ce sont pour les emplois à temps plein, entre 3 et 12 mois à l'étranger. Et donc que ce soit pour le stage et les emplois, c'est dans le cadre, d'une convention ou du règlement, du pays d'accueil. Concernant ce volet-là, les coûts de transport des participants et les coûts relatifs à l'installation du jeune sont pris en charge, sont pris en charge. Concernant l'emploi et le stage, on reste à ce stade, dans un peu dans l'expérimentation en France. Alors l'emploi, ça se développe, très, très peu, mais ça commence. On espère, avoir, développé cela, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et pour le stage, là aussi, on expérimente, des choses, mais il faut savoir que la réglementation, n'est pas facilitatrice en France, heu, parce que voilà, qui dit stage, qui dit convention avec un organisme, d'enseignement supérieur. Mais des choses s'expérimentent, notamment avec les missions locales, heu et un projet, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en train de voir le jour. Donc voilà, c'est une première expérimentation qui verra peut-être, des petits dans d'autres régions, on l'espère. Et enfin, les projets de solidarité.
Donc les projets de solidarité viennent financer là, un projet, à l'initiative d'au moins 5 jeunes, qui décident d'un projet visant à aider leur communauté locale, dans de multiples domaines, que ce soit dans l'environnement, dans la solidarité et cetera. Donc là, si vous voulez plus de précision aussi, je pourrais répondre à vos questions. Mais les projets de solidarité, voilà, ils visent à financer des projets donc de 2 à 12 mois avec un forfait de 500 € par mois. Donc vous faites le calcul, hein, pour 12 mois. Heu et heu et donc ça vient financer, des projets qui vraiment doivent être à l'initiative de jeunes des groupes informels de jeunes peuvent, déposer une demande de subvention. Donc le groupe de jeunes, soit demande directement la subvention et dans ce groupe de jeunes sera identifié un leader qui recevra la subvention, soit, une structure associative peut porter le projet, administrativement pour faciliter, la gestion pour le groupe de jeunes. Là-dessus, cet été, l'agence a organisé des cafés, cafés projets de solidarité tout au long du mois de juillet et du mois d'août pour donner un peu de l'information, primaire à des organismes ou à des jeunes concernant ces projets de solidarité. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de maintenir dans dans les prochains mois. On n'hésitera pas à vous inviter à ces, cafés projets de solidarité. L'objectif aussi à long terme, enfin à moyen terme, c'est que l'agence, propose des formations d'écriture de projet pour les jeunes et également qu'il y ait un suivi tout au long du projet, pour les différents groupes de jeunes qui auraient été, financés. Heu, voilà, on vous mettra bien entendu dans le PDF, les actions CES avec, des exemples, relatifs à chaque volet. Vous pourrez voilà, c'est des liens qui vont directement sur le blog, notre blog, et où sont référencés de nombreux témoignages et d'exemples de projets. Hem, alors là, voilà pour, ce qui va être, ce qui est le plus grand enjeu, je pense, de ce webinaire, c'est, le label qualité dans le cadre du programme 2021-2027. Donc pour chaque volet dont on a évoqué, précédemment, les les, les conditions et les activités, il est nécessaire d'obtenir un label. Un label pour l'emploi, un label pour le stage ou un label pour le volontariat. Dans le nouveau programme, il est bien le nouveau programme distingue bien 3 labels. Heu, Ces 3 labels, pour le label volontariat, il, il appuie de nouveau le label accueil et le label envoi, qui sont, réservés donc aux partenaires, sur les projets alors là, je ne suis pas du tout clair, je vais me reprendre. Pour faire simple, dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, il y a un label pour l'emploi, un label pour le stage, un label pour le volontariat. Le volontariat, il y a le label accueil et ou le label envoi, donc qui est destiné aux partenaires sur les projets et le nouveau programme prévoit un nouveau label, le Quality Label for Applicants, qui alors au sein de l'agence, on l'a un peu surnommé le label plus, qui lui vous permettra, de demander des subventions et d'être coordinateur sur les projets. Donc il y aura, rassurez-vous, qu'un seul formulaire disponible. Alors ce formulaire-là, n'est pas encore disponible, hein, il le sera, qu'à l'automne 2020, mais on est déjà en automne 2020. Mais on espère qu'il sortira on l'espère à la mi-octobre. Heu et heu et mmh donc ce label plus, sera nécessaire si vous souhaitez demander une subvention, en 2021.
pour les structures qui souhaitent simplement faire de l'accueil ou de l'envoi, pourront rester sur un label simple, accueil et envoi sur du volontariat. Pour les labels emploi et pour le label stage, le Quality Label for Applicants sera automatiquement demandé si vous cochez ce rôle label pour emploi, label pour stage. Pour faire simple, ça sera un formulaire unique où vous choisirez votre rôle, emploi, stage, volontariat, accueil ou envoi, et Quality Label for Applicants si vous voulez porter la subvention et coordonner le projet. J'espère que c'est simple, que je suis assez clair. Voilà, il va y avoir forcément de nombreuses questions, mais c'est tout à fait normal. Je vais passer à la enfin, Sabrina, tu peux peut-être appuyer ma présentation. En fait, il faut distinguer deux choses. C'est, vous avez, prenons l'exemple de la plateforme. La plateforme de Mobiliser aujourd'hui a un consortium, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va porter un nombre de bourses et la partie administrative, et des partenaires qui n'ont pas de lien, on va dire, direct avec l'agence, peuvent déposer juste un label qui leur permettra d'accueillir ou d'envoyer. Alors là, on parle du volontariat, puisque emploi et stage, pour le coup, on n'a pas eu de dépôt dans la région, et vu que c'est nouveau, enfin. Mais en tout cas, sur le label accueil et envoi, un partenaire type un centre social qui souhaite envoyer des jeunes de son centre social ne va pas déposer de demande de financement auprès du programme Corps européen de solidarité, mais en fait va passer sur les bourses du consortium de la plateforme de mobilité, par exemple, et en fait ne va gérer entre guillemets, que la partie jeune. C'est-à-dire que tout ce qui va être du domaine de l'administratif, de convention, le lien direct avec l'agence, c'est la plateforme de mobilité qui s'en charge. Mais étant donné que vous allez quand même être en charge d'envoi et d'accueil de volontaires, on ne peut pas vous laisser comme ça dans la nature. Et donc l'idée, en fait, avec ce label, c'est de vérifier que vous êtes apte, en gros, que vous avez réfléchi à la façon dont vous allez accueillir et d'envoyer des volontaires. C'est pour ça qu'il est obligatoire. C'est-à-dire que si vous êtes une structure qui passe, j'en sais rien, par un agrément d'une mission locale, on va dire agrément, parce que pour ceux qui font du service civique, c'est un peu semblable, de l'intermédiation dans le service civique, c'est un peu la même typologie. Donc là, vous allez être la mission locale qui a des bourses de mobilité pour envoyer des jeunes. Mais vous avez un jeune, vous, chez vous, vous voulez accueillir un jeune volontaire dans votre centre social pour faire des activités interculturelles, par exemple, et auquel cas, il va falloir avoir une demande de label, parce que le volontaire va être en grande majorité dans vos locaux pour faire vos activités. Et auquel cas, il faut pouvoir savoir où est le jeune. Et c'est pas la mission locale qui va assurer son tutorat quotidien. Donc en fait, c'est pour ça que ce label, il est obligatoire pour les partenaires, même si vous ne recevez pas de financement en tant que tel, puisque tout va passer par d'autres circuits que par vous. Voilà. Je vois qu'il y a de nombreuses questions sur la transition entre le nouveau programme, enfin l'ancien programme et le nouveau programme. Ça fait l'objet de slides suivantes. Hein. Ne vous inquiétez pas. Juste pour terminer sur les labels, après on verra plus tout ce qui est méthodo, modalité de dépôt et compagnie. L'instruction des labels, alors ce sera peut-être un peu différent sur la nouvelle programmation, mais en tout cas là, aujourd'hui, les labellisations qui sont en cours, elles sont au fil de l'eau, puisqu'en fait, les labellisations, elles ne sont que, entre guillemets, entre Luc et moi. Moi, je m'assure de la partie, on va dire, territoriale, donc vous allez avoir affaire à moi et à Luc, soit pour visiter vos locaux, bon, hors ou avec Covid, hein, on verra bien, mais dans tous les cas, il y a toute une partie entretien, il y a donc un dossier à remplir, et un entretien avec Luc et un entretien avec moi pour vérifier que vous avez bien compris tout ce que implique l'envoi ou l'accueil de volontaires. Alors là, je vous parle du formulaire tel qu'il est aujourd'hui, hein, on n'a pas vu, c'est un peu le suspense pour savoir à quoi va ressembler le nouveau, mais en tout cas, sur le contenu en tant que tel, en fait, on va surtout vous demander d'anticiper. C'est-à-dire que, étant donné que ça va être la seule manière, cette labellisation, de vous confronter, enfin,
que nous vous confrontions en fait sur votre projet, il va être absolument nécessaire que vous ayez anticipé tout ce qui va être en lien avec le volontaire. Donc, par exemple, la définition des missions. On rappelle quand même que le volontaire n'est pas un emploi déguisé. Donc, ça veut dire que si demain on vous enlève vos volontaires, votre structure est toujours en capacité de fonctionner. Je sais que tout le monde le sait, mais ça va mieux quand même en le disant. Sur le type de mission, dans la labellisation, on va vous demander les thématiques de mission qui vont être abordées. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif, c'est-à-dire toutes les missions que les jeunes vont pouvoir réaliser seront dedans et vice-versa. C'est simplement pour qu'on ait une idée des différentes thématiques qui vont être à l'ordre du jour des différentes missions, et aussi d'avoir le contenu des missions pour vérifier que ce ne sont pas des missions qui sont en fait des emplois. Vous avez également une partie sur le tutorat, puisque en effet, vous avez toute la partie administrative qui peut être gérée par le partenaire qui va porter la subvention. Mais vous avez quand même des grosses questions sur le tutorat. Qui va accompagner le jeune au quotidien? Qui va être là en cas de conflit? Qu'est-ce qui est prévu? Comment vous allez accompagner le jeune dans le développement de ses missions? Est-ce que, comme un volontaire de service civique, ceux qui ont l'habitude de le faire. Donc voilà, on a toute cette partie-là qui est absolument importante d'encadrement. Et après, vous avez aussi inévitablement la partie logistique, c'est-à-dire que sur le corps européen de solidarité, les structures qui accueillent doivent pouvoir fournir un logement, avoir les questions sur la restauration, avoir les questions sur le déplacement. Forcément, si vous êtes une structure au fin fond de la Somme où il n'y a aucune structure de transport, il va falloir envisager peut-être d'avoir un jeune avec un permis de conduire et éventuellement d'avoir un véhicule à disposition. Enfin voilà, en fait, il faut absolument que vous ayez ça en tête et aussi avoir toute la logistique pour qu'il réalise correctement ses missions. Donc, d'avoir de la place pour lui ou pour elle dans ses locaux, d'avoir le matériel en cas de confinement, que ce volontaire puisse réaliser ses missions depuis son logement, ce genre de choses qui ont été le cas, par exemple, ces derniers mois. Donc, en fait, il faut simplement anticiper une partie de tout ça, même si vous n'allez pas forcément réaliser exactement ce que vous aviez mis dans la labellisation. Il est surtout important qu'on puisse voir que vous avez réfléchi à tous ces éléments-là. Et particulièrement sur la partie accompagnement des volontaires. On ait le sentiment que c'est pas juste un volontaire comme ça qu'on va mettre sur une mission à laquelle on a à peu près pensé. On veut juste la labellisation, puis on verra après. Non, on voit pas après, on voit avant, on anticipe. Sur les modalités de dépôt et d'instruction, donc pour faire vite, vous déposez votre demande de labellisation sur la plateforme. Elle est validée en amont par l'agence pour vérifier que tout ce qui est demandé est bien là. Et ensuite, elle m'arrive à moi sur une plateforme. Du coup, j'instruis la demande en lien avec Luc qui l'instruit aussi. On se coordonne et après, on la valide. Bon, alors, je ne sais pas si les EMEA sont là, mais ils vont nous dire que ça peut être très, très long, mais ça, on a eu des problèmes informatiques. Mais normalement, dans l'idée, ce n'est pas long, puisqu'on n'est que 2 à faire ça, donc ça peut aller vite. Sur la nouvelle programmation, il y a une grosse question de savoir quel sera le rôle des REG, donc le mien et ceux des collègues, puisque, par exemple, sur les Quality Labels, sachant qu'il y a des questions financières, on ne pourra pas donner d'instruction. Donc, la question, elle est véritablement là, puisque pour nous, c'est important d'avoir une instruction territorialisée, c'est-à-dire que parce qu'on sait quand même qui sont les associations qui fonctionnent bien, les porteurs de projets, les primo-demandeurs qu'on peut accompagner, voilà, les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, et c'est important d'avoir, c'est ce que nous on défend, mais d'avoir cet avis territorial, et c'est vrai qu'avec la nouvelle programmation, c'est des questions qui ne sont pas encore tranchées, donc, mais dans tous les cas, sachez qu'on sera, moi et mes autres collègues des différentes régions, si vous avez des antennes ou quoi, on est là pour vous accompagner. Donc, soit on sera amené à faire l'instruction et donc décider sur les financements, mais dans tous les cas, il y aura toujours cette partie-là, accompagnement, je pense, qui restera. Donc, on pourra toujours vous remettre dans la bonne direction si jamais on voit que ça part un peu sur les côtés ou faire en sorte de rectifier le tir avant que ce soit le couperet tombe, on va dire. Je te laisse la parole de nouveau, Luc, sur la partie, sur la suite, sur les plateformes, les mobility tools et tout ça. Ce sera pour une autre fois, peut-être. Ouais. Oui, c'était pas... Voilà, alors les différentes plateformes et les différents outils de gestion,
On va pas faire peur à tout le monde avec ça aujourd'hui, je pense. Mais, Je suis d'accord. voilà. Mais enfin, j'aurai un petit mot en effet sur les outils de gestion un peu plus tard. Si on reprend la slide précédente, donc voilà, ça rappelle les différents rôles que vous pouvez avoir et demander dans un formulaire unique. Donc label pour l'emploi, label pour le stage, les labels pour le volontariat accueil-envoi et Quality Label for Applicants. Et juste pour vous présenter, alors c'est un peu tôt, mais juste le label, le Quality Label for Applicants, c'est un label qui, lui, sera a priori valable 7 ans. C'est quelque chose qui reste à décider parce que visiblement, l'agence aurait la main de choisir une durée de validité. Donc là-dessus, ça peut être un maximum de 7 ans, c'est-à-dire tout le long du programme. Là-dessus, ça reste à confirmer. Donc ce label permet la coordination des projets et ce label donne lieu à une évaluation donc du projet général sur toute la période du programme, en contrôlant la qualité du projet, des projets qui auront été mis en place sur toute cette durée, heu, sa dimension stratégique et les impacts attendus. Donc ça, c'est très important, surtout au regard des nouvelles priorités du programme, que sont le développement durable, le numérique, et cetera. Ce label, lui, fera l'objet, donc se verra attribuer une note et cette note déterminera le niveau, heu heu et la priorisation, dans l'accès au financement. Heu, donc voilà, l'importance de ce nouveau label de ce nouveau label. Ce label est révisable, selon, donc tout au long du projet et il est révisable tout au long du projet selon la réalisation des projets prévus dans les demandes de financement annuelles. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment, ce label est très important, pour l'obtention de financement, et et sera vraiment évalué. En fait, la demande de subvention telle que vous la connaissez aujourd'hui, ça sera très simplifié, hein, et par contre le label de coordination qui permettra la coordination des projets et l'obtention des subventions, lui sera évalué de manière très régulière, sur le fond, sur la forme. Par exemple, également sur la réalisation, la note sera attribuée et il y aura un critère, c'est la réalisation ou pas des projets, qui ont été demandés et subventionnés. Ça, c'est quelque chose qui va être, évalué. Hem, donc formulaire disponible, lui, à l'automne 2020. Pourquoi j'en parle là, tout de suite? Pour vous parler, peut-être avant de la demande annuelle de financement. Donc la demande de financement, elle, donc ne se fera plus, sous la logique de 3 rounds, mais se fera une fois par an, a priori en février de chaque année. Alors l'année 2021 ça sera certainement en mars. Donc cette, demande de financement inclura les prévisions budgétaires pour réaliser les activités prévues dans le cadre du label pendant une période, allant jusqu'à 18 mois. Donc là, c'est quelque chose qui reste à déterminer encore sur les, durées de ces projets-là. Il est possible d'intégrer, dans ces projets des organisations d'accueil et de soutien partenaires labellisées CES, donc ceux qu'on a vus, hein, accueil ou envoi, ceux qui seraient seulement labellisés accueil ou envoi et la répartition des fonds disponibles annuellement, donc la répartition des fonds se fera, annuellement en fonction de la note qui aura été attribuée au Quality Label for Applicants, le label plus.
Donc là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions soulevées quant à la transition entre les deux programmes euh, concernant les labels. Donc voilà pour une slide qui n'est pas du tout simple à comprendre, hein, je vous l'accorde. Euh, pour ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes aujourd'hui un coordinateur de projet, volontariat, stage ou emploi, que vous avez une accréditation SVE, l'ancienne SVE, donc sous le programme Erasmus+, ou que vous avez un label CES, alors il faudra obligatoirement demander un label plus, un Quality Label for Applicants à l'automne 2020. Si vous souhaitez déposer une demande de financement en 2021, il faudra demander ce label-là. En revanche, si vous êtes simplement partenaire sur les projets à l'accueil ou à l'envoi, sur le volontariat, si vous disposez d'une accréditation du type K110 SVE, donc ancien Erasmus+, donc soit vous utilisez l'accréditation pour prendre part à des activités comme partenaire, donc cette accréditation sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, soit vous demandez dès maintenant le nouveau label, ESC 52, qui vous permettra de poursuivre l'accueil et l'envoi dans le cadre de la nouvelle programmation. Soit vous demandez un label accueil ou envoi dans le cadre dans le cadre du nouveau formulaire qui sortira à l'automne 2020. Quoi qu'il en soit, l'accréditation SVE, du type SVE, est prolongeable. Donc vous avez le temps jusqu'au 31 décembre 2021 de demander un nouveau label accueil ou envoi. Si vous disposez d'un label ESC 52, donc accueil et soutien, alors là, le label se poursuivra dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027. J'espère que c'est clair. J'avoue que c'est la deuxième fois que je présente cette présentation et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur à expliquer et que la première fois était plus simple. Mais voilà, j'espère que c'est clair. Julie, peut-être tu voulais préciser quelque chose? Non, je voulais juste te proposer de répondre à quelques questions pour peut-être que ce soit plus clair pour tout le monde. Oui. Et comme ça nous permet de revenir sur certains points peut-être et de les rééclaircir. Alors, je te passe quelques questions. Est-ce que là, on la voit? Est-ce que tu vois une question? Du tout. Hugo. Voilà, magnifique, merci. Alors, on a Elena, alors pour ceux qui nous suivent sans l'image, qui nous demandait si, pour avoir les 3 statuts, donc accueil, envoi et coordination, est-ce qu'il fallait remplir 3 formulaires différents ou alors est-ce que c'était un formulaire unique? Alors, c'est un formulaire unique. C'est un formulaire unique pour tous les labels et vous choisissez simplement votre rôle. Stage, emploi, volontariat, accueil ou envoi et label plus, Quality Label for Applicants. Vous choisissez à chaque fois votre rôle et le formulaire se déroulera, sera plus ou moins conséquent si vous choisissez plus ou moins de rôle, quoi. Parfait. Mais c'est peut-être juste, c'est bien une seule demande. C'est une seule demande, voilà. Voilà, il ne faut pas remplir 3 fois le même formulaire. C'est un document unique, mais c'est n'est qu'une seule demande. Très bien. Du coup, question suivante qui vient de Valentino, qui nous demande si nous passons par l'agrément du consortium, mais que nous souhaitons faire une demande de Quality Label for Applicants, est-ce que c'est possible? Alors le consortium tel qu'il existait dans l'ancien programme n'a pas vocation à se poursuivre, voilà, parce que finalement le consortium dans le cadre de l'ancienne programmation,
c'était un peu une phase de test de ce Quality Label for Applicants, si on veut. Et donc, dans le cadre du nouveau programme, il faudra s'inscrire dans le Quality Label for Applicants. Ouais. Ok, merci. On revient un peu sur le label emploi qui n'est pas trop utilisé, mais là qui va démarrer grâce à Colette Marie. Le label emploi ou stage permet-il d'accueillir des jeunes ou seulement d'envoyer des jeunes en stage ou emploi à l'étranger? Les deux. C'est pour à la fois proposer des stages en France. Excusez-moi. J'espère ne pas être malade. Donc, Ah non. c'est à la fois à l'accueil et l'envoi, bien entendu. Donc, est-ce qu'il est possible, du coup, pour répondre à l'autre question, de repréciser du coup la différence qu'il pourrait y avoir avec les mobilités K1 du programme Erasmus+? Alors, c'est relatif, enfin, c'est le programme Erasmus+, éducation et formation, j'imagine, c'est ça? Oui, je pense. Voilà. Parce que oui, enfin, mobilité, vu que je m'y connais moins, la terminologie pour moi. En fait, les stages Corps européen de solidarité doivent vraiment se tourner vers le domaine de la solidarité. C'est la seule différence, je dirais. Enfin, Après, sur limite, le les gens. sur l'agence Erasmus+ de Bordeaux, on est plus dans le côté de la formation, c'est-à-dire que c'est des stages professionnels avec une visée de compétences, de formation, et les K1, enfin, si je ne m'abuse, ils sont mieux pris en charge que sur le corps européen de solidarité aussi, puisqu'il y a toute une partie indemnité qui est, je crois, plus conséquente que sur les stages sur la partie du corps européen de solidarité. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et en effet, il y a vraiment la thématique solidarité qui est importante et qui n'est pas présente, puisque c'est une thématique plus formation sur le volet éducation-formation. Voilà, donc concrètement, par rapport à votre situation actuelle au CNEAP, du coup, les stages dans le cadre du programme Erasmus+ éducation-formation correspondent beaucoup plus que là les bourses du CES. Alors, on a Yves, du coup, qui s'est inquiété tout à coup, qui aimerait revenir sur l'évolution du consortium par rapport au nouveau programme. Non, tu vas devoir le finir, hein, tu vas devoir le finir, Yves, le consortium, là. Non, le consortium ira jusqu'à la fin, hein, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces programmes-là, il y a eu une succession de programmes, hein, le programme Erasmus+, sous son volet SVE, le programme Corps européen de solidarité 2018-2020, là, le nouveau programme 2021-2027, tous ces programmes-là se chevauchent. Donc, voilà, le consortium a vocation à aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Est-ce que pour toi, Yves, c'est plus clair ou pas? N'hésite pas à revenir vers nous. C'est simplement que si... Ah non. alors, simplement, dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, à ce jour, nous ne retrouvons pas ce qui a été, enfin, le format consortium tel qu'on l'a connu dans l'ancien programme. Mais les choses évoluent au jour le jour. Donc, Mais est-ce que si tu déposes un Quality Label plus, enfin, je sais plus le nom que tu lui as donné, est-ce que les bourses peuvent être, par exemple, utilisées par des partenaires? oui, Comme c'est le cas sur le consortium. Bah voilà. Ah oui. Donc en fait, c'est juste une généralisation du côté du consortium, enfin de facilitation. Le consortium, c'était en gros une phase de test. On le voit très bien dans la nouvelle mouture du label plus, je dirais. On y retrouve les mêmes logiques. Hein. Ok. Je pense que cette fois, ça va être plus clair. Tu m'arrêtes si toujours pas, mais normalement, ça devrait l'être. On avait une autre question, du coup, toujours par rapport à des stages. Est-ce qu'il est possible de passer par le CES pour faire un stage dans le cadre des études? Alors, c'est tout à fait possible, mais il faut que le stage Soit validé. soit validé
comme un projet CES, c'est-à-dire où interviennent dans le domaine de la solidarité, dans les conditions même du programme CES, quoi. En fait, ça, c'est plus une question que peut répondre le service stage de l'organisation, enfin de l'étudiant, en fait, parce qu'il y en a qui vont dire que oui et d'autres pas du tout, qui vont pas le valider. C'est vraiment une question spécifique de chacun des organismes de formation. Et les bourses de stage Erasmus enseignement supérieur, non, puisqu'on peut pas faire normalement des doubles financements. Donc, s'il a une bourse Erasmus enseignement supérieur, ça veut dire qu'il aura terminé sa formation, donc son stage Erasmus, et après, il peut faire un CES. Enfin, je parle toujours sous le contrôle de Luc, mais normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir un double financement pour une même activité avec des fonds européens. Ah oui, tout à fait. Ça permet peut-être de, du coup, repréciser ce qu'est le concept de solidarité dans le cadre du CES. Pas forcément très clair. Qu'est-ce qu'on appelle mission de solidarité? C'est une vaste question. C'est une vaste question qui se définit même à l'intérieur des pays de l'Union européenne, pas toujours de manière similaire. Mais on retrouve la définition de l'intérêt général. Enfin, moi, c'est comme ça que moi je le définis, en l'occurrence, des missions d'intérêt général. C'est comme ça que je le définis. Avec en plus les spécificités que tu as données en début de présentation sur les thématiques à mettre en avant sur la transition écologique, l'environnement. Enfin voilà, il y a des priorités qui sont clairement affichées. Du coup, ça nous fait le lien du coup avec la question de Lucie qui demande si le CES est comme le service civique international. Est-ce qu'il n'y a pas de sollicitation de compétences spécifiques? Alors, Luc était avant à l'agence du service civique, donc il peut répondre. Mais en tout cas, sur le CES, on est quand même on peut être un petit peu plus exigeant sur le profil des jeunes. Après, le but, c'est quand même qu'une majorité de jeunes puissent postuler sur le corps européen de solidarité. On n'est pas revenu sur comment les jeunes postulent après. Hein. Enfin, on s'est très concentré sur le label, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la plateforme du corps européen de solidarité sur laquelle vous déposez une offre et les jeunes qui souhaitent faire un corps européen de solidarité créent eux-mêmes leur profil et ensuite vont postuler sur les offres. Enfin, c'est beaucoup plus... ça ressemble un peu au pôle emploi du corps européen de solidarité. Et l'idée, en fait, c'est que sans, évidemment, demander des compétences très particulières, vous pouvez demander quand même des appétences, forcément. Il ne faut pas que ce soit des emplois déguisés, ni des stages déguisés, mais on peut demander des appétences, Après, c'est comme sur le service civique. Vous avez des jeunes qui sont extrêmement débrouillards et qui sont en Master 2 alors qu'ils pourraient ne pas être en Master 2. Voilà. Mais un peu plus quand même que sur le service civique, je dirais. Oui. Même si on vous encourage quand même à faire des missions qui sont ouvertes à tous. Parce que si vous mettez dans votre dossier que vous voulez des jeunes avec moins d'opportunités, que vous allez les encadrer, et finalement que vous prenez un Master 2 en coopération, bon, pas trop jamais, quoi. Effectivement. Et du coup, Lucie, on revient sur ce qui a été dit juste un peu avant, mais il était possible, du coup, en fonction de... N'écoute rien, Lucie. De l'université, ça dépendait de ce service-là. Bon, en tout cas, vas-y. Ah mais je peux pas parler. Enfin, je sais, Lucie dit ça. On peut faire un CES en stage si c'est validé par l'organisme qui vous demande de faire un stage. Après, si c'est des stages supplémentaires, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez le valider dans le cadre d'un cursus, il faut que ce soit, faut que votre organisme, université, école ou quoi, valide que ça peut vous valider le stage, quoi. Elle a tout compris, c'est parfait. Bravo Lucie. On passe plutôt aux activités de volontariat. Est-ce qu'il est possible pour une personne de faire plusieurs actions volontariat de groupe? Alors, il est possible, mais ça va lui comment dire? Un jeune à 14 mois de volontariat, oui,
il a jusqu'à 14 mois de volontariat. Il y a la possibilité pour un jeune de faire une mission court terme, donc dans le cadre d'un groupe de 2 mois et une mission long terme de 12 mois. C'est le maximum. Donc faire, 2 actions de volontariat de groupe, ça va, le priver, de la possibilité de faire un volontariat sur le long terme. Est-ce que Mélène, c'est clair pour toi? Non. Voilà. On va Ouais, j'essaye. Comme ça, je vais paraphraser ce que dit Luc. En gros, chaque jeune a un crédit de 14 mois et que, du coup, s'il fait plusieurs volontariats de groupe, il ne pourra pas cumuler avec un volontariat long de 12 mois, en fait. Enfin, après, c'est forcément si c'est 2 semaines, on peut faire des parcours de mobilité, comme on aime tous à le dire. Donc, il peut faire 2 semaines de volontariat de groupe avec un deuxième volontariat de groupe qui sera un peu plus long et un volontariat individuel un peu plus long. Mais du coup, il faut que ça rentre toujours dans les 14 mois par jeune. Parce que là, c'est... Ah, merci Hélène. Je n'ai fait que paraphraser ce qu'a dit Luc, c'est tout. Non, mais tu es en meilleure forme que moi, Sabrina, aujourd'hui. Pour répondre à la question que se posait Yves, quel est le processus de prolongation des projets, du coup? Alors, pour prolonger un projet, pardon, il faut passer par un avenant. Ah, c'était la phrase que je voulais faire. Et il faut passer par moi directement, où il faut me contacter. Voilà. Donc, Yves, je t'invite à appeler Luc. De toute façon, tu as ses coordonnées. Donc, ça devrait aller. On avait une autre question aussi par rapport au projet de solidarité. Est-ce que ça peut être organisé en visio? Si oui, est-ce qu'on peut retrouver les enregistrements quelque part? Oui, c'est en visio que ça s'organise, hein. Je ne l'ai peut-être pas dit, je ne l'ai peut-être pas souligné. C'est en visio que ça s'organise, et il n'y a pas eu d'enregistrement parce que c'est vraiment, des discussions très informelles. Il y a une petite présentation des projets de solidarité, mais la plupart du temps, ce sont des jeunes et des organismes qui viennent déjà avec, soit une idée, vraiment toute fraîche, soit une idée, qui a bien mûri déjà, enfin voilà, et une discussion se fait entre tous les participants et nous. Voilà un peu le concept de café de projet de solidarité. Très bien. Alors, j'essaie de prendre au fur et à mesure. Alors, il faut revenir un peu sur le label CES emploi, pardon. Qu'est-ce qui est pris en charge? Comment ça se met en place? Alors, si j'ai bien... On ne peut pas embaucher un jeune Français en France. Oui, si c'est en France, ça sera un jeune européen, non français. Et les coûts pris en charge sont simplement des frais liés au transport et au coût d'installation du jeune sur place. Mais c'est tout. C'est-à-dire c'est même pas le logement, hein, ce sont les frais liés au déménagement, par exemple. En fait, c'est pour laisser l'opportunité aux structures d'avoir la possibilité d'embaucher un jeune étranger sans avoir à débourser toute la partie mobilité. En fait, ça prend en compte que la partie mobilité. Ok. Et est-ce qu'il est possible pour un jeune Français de faire un stage en France? Non, ce sera forcément un étranger, pas un Européen non français. Par contre, sur les projets de solidarité, oui, ça c'est en France. Alors, mais ce n'est pas des stages. Pour les projets de solidarité peuvent vraiment être des 5 Français qui décident de monter un petit projet dans leur communauté locale, hein. C'est le projet de solidarité, il n'y a pas de condition de nationalité ou voilà, ça peut se faire. C'est des projets qui peuvent se faire
qui se font à l'échelle locale. Donc forcément, on y retrouve moins la mobilité internationale, etc. Mais ce qu'on observe dans les projets de solidarité, par exemple, c'est souvent des anciens volontaires qui reviennent en France et qui veulent faire la promotion du CES à travers de multiples événements, etc. Ce sont bien des Français qui reviennent en France et qui proposent ce projet de solidarité. Mais dans ce groupe-là, il peut aussi y avoir des Allemands, Italiens, Espagnols résidant en France. D'accord. Alors, Yves revient en arrière. Mais c'est ce qu'on a dit, Yves. On est d'accord? Voilà. Yves met qu'un volontaire peut faire un volontariat, un long terme et autant de volontariat de groupe qu'il veut, dans la limite des 14 mois. Voilà. Mais peut-être que le redire fait que c'est peut-être plus clair maintenant. On avait une dernière question, du coup, sur les JAMO et l'indemnisation. Là, du coup, ce serait le tutorat renforcé, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est exactement, ce supplément? Le supplément, oui, il est forfaitaire, donc à ce stade, c'est les mêmes conditions que le précédent programme et les mêmes forfaits qui s'appliquent. La seule chose, budgétairement, la seule chose qui différencie l'ancien et le nouveau programme, c'est qu'on ne retrouve pas le financement des activités complémentaires qui étaient possibles dans le programme 2018-2020. À ce jour, ça peut changer d'ici les semaines à venir. Est-ce que ça répond Je pense que ça a répondu à la question de Valentino. Si jamais c'est pas clair, pareil, n'hésite pas à nous recontacter dans le chat. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Je vois que ça écrit. Après, je t'ai interrompu, Luc, tout à l'heure dans ta présentation. Donc, si tu veux ajouter des derniers éléments par rapport à tout à l'heure, n'hésite pas. Pour moi, c'était tout bon. On les voit, les questions, oui. Oui. Je regarde, mais... N'hésitez pas si vous avez encore des questions après à nous contacter sur la plateforme. On peut aussi faire le lien et réorienter vos questions ensuite. Hein. Si vous avez une question qui arrive après le webinaire, ça peut arriver aussi. Vous avez toutes les informations qui vont vous être données par mail. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Peut-être qu'on peut faire apparaître... oui, le PowerPoint, voilà, peut-être finir ma présentation. Voilà, juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup d'organismes se posent la question concernant leur label. Il y a eu une petite vague de demandes de label récemment par crainte par crainte de ne plus avoir de label après le 31 décembre 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est concernant le programme 2018-2020, il reste une demande de subvention au 1er octobre 2020. Donc là-dessus, vous pouvez encore prétendre. On est le 28 septembre. Donc voilà, le 3e round 2020 est encore ouvert. Pour ce qui est du programme 2021-2027, donc les demandes de label dans le cadre de ce nouveau programme, le formulaire ne sera disponible qu'à l'automne 2020. Et pour toute demande de subvention en février 2021, il faut bien passer par le label plus, Quality Label for Applicants. Voilà. Pour ce qui est de la demande de financement pour les projets de solidarité, on reste sur le système de 3 rounds par an que vous connaissez bien maintenant, le 1er février, 1er mai et 1er octobre. Voilà, c'est un simple rappel
des différentes dates à retenir concernant les demandes de label et les demandes de subventions. Et surtout, pas oublier que les 2 programmations, elles se chevauchent quand même un peu, hein. Forcément, ceux qui vont déposer jeudi, évidemment qu'ils ne sont pas censés faire leur projet en 2 mois. Donc, Oui, oui. et puis allez-y, il reste que quelques sous tout de même sur ce dernier appel. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Donc, il faut y aller. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce qu'il reste, je ne sais pas, encore des questions? Si jamais vous avez là, du coup, les coordonnées de Luc et de Sabrina, si vous avez des questions. Non, je rigole à la remarque de Yves pour la convention. Surtout qu'on a des Je laisse Luc répondre à ce genre de questions. Et notre convention. Ah, les conventions. Je peux peut-être répondre de manière globale, mais voilà, il y a un peu un engorgement qui au sein de l'agence là sur le conventionnement. On y travaille et toute l'agence est mobilisée dessus. Donc voilà, soyez rassurés, vous allez avoir, je l'espère, des nouvelles de votre convention dans les prochains jours. Merci. Ça doit rassurer Luc. Mais je sais qu'Yves Yves est à fond. Ok. Eh bien, écoutez, si il n'y a plus de questions et que c'est clair pour tout le monde, je vous remercie d'avoir participé. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci d'avoir organisé ça, hein, la plateforme et Eliane. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé ça. Ma présentation était un peu laborieuse, mais avec le temps, on va se roder. Bon, faut dire que c'est pas des choses faciles non plus, hein. C'est vraiment pas simple. Ouais. Et puis c'est nouveau en plus. Ouais. Donc, Après, elle sera disponible en replay, donc si jamais on n'a pas compris, on peut la revisionner des dizaines de fois. Puis, de conférences, ça n'a pas de problème. se reposer les mêmes questions, il n'y a pas de problème. Exactement. On vous laisse la petite enquête de fin. Hugo, la dernière. Je n'ai pas accès à la dernière enquête. Si tu peux la voir à ma place. Ah, il y a une petite question goodies de la part de Valentino. Est-ce que vous en avez à l'agence à distribuer aux volontaires lors de leur arrivée en service civique ou en CES? Des goodies. Oui. Des t-shirts? Alors là-dessus, je ne pourrais pas trop m'avancer, malheureusement. Sur le CES, il n'y a plus rien, hein, parce qu'après, ça devient aussi du truc européen où on évite maintenant de faire des goodies, parce que c'est pas très, très... Oui, des goodies éco-friendly, ouais, mais bon, des t-shirts qui sont faits loin, c'est pas terrible. Donc, vous pouvez dessiner le logo CES au marqueur, faire un truc sur des t-shirts de récup, par exemple. On est sur le réemploi, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres créations dans ce cas. Et le mettre dans le projet, puisque la transition écologique est dedans. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. On est bon. Tout à fait.